Épisode 60. Peut-on adorer une œuvre et détester son auteur? Salut à tous et bienvenue pour ce 60e épisode. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai été un peu malade ces derniers jours, mais je me suis soigné, donc maintenant ça va mieux et je suis content parce que je peux enregistrer ce nouvel épisode dans les temps pour vous. Normalement, si tout va bien, je serai capable de le publier jeudi comme d'habitude. Avant de commencer, je voudrais dire quelques mots pour remercier toutes les personnes qui ont rejoint le programme Build a Strong Core pendant la deuxième phase d'inscription. Donc vous savez peut-être que j'ai réouvert les inscriptions du programme à la fin du mois de janvier. Et il y a eu encore plus d'inscrits que pendant la première phase, donc ça me fait vraiment très plaisir. Je suis très content de vous avoir avec moi et de pouvoir vous aider à progresser avec ce programme. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de le rejoindre ou qui n'en avaient pas envie, il y aura une nouvelle phase d'inscription au mois de juin, donc vous pourrez le faire à ce moment-là. Je profite aussi de cette introduction pour vous rappeler que ma bonne résolution cette année, c'était de publier une vidéo sur YouTube chaque semaine et pour le moment, ça marche plutôt pas mal. J'arrive à tenir cette bonne résolution. Donc, si vous n'avez pas eu encore le temps de jeter un coup d'œil à ces vidéos, je vous encourage à aller sur la chaîne Inner French sur YouTube. Dans ces vidéos, j'essaye de traiter des sujets un peu différents de ceux dont je parle dans le podcast, des sujets qui sont un peu plus concrets. Récemment, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez inviter un ami français en utilisant des expressions qui sont un peu plus naturelles que celles que vous pouvez trouver dans les livres de français traditionnels. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller y jeter un coup d'œil. Je pense que si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, vous pourrez peut-être apprendre des choses intéressantes. Et puis, comme d'habitude, je voudrais vous remercier pour tous les messages, tous les témoignages et les recommandations sur Facebook que vous m'avez laissés. Il y en a de plus en plus, donc ça me fait vraiment très plaisir. Et d'ailleurs, à la fin de cet épisode, on va écouter un enregistrement d'un des auditeurs que j'ai reçu il y a quelques semaines. D'ailleurs, cet auditeur me pose une question dans son enregistrement. Il me demande d'où vient mon intérêt pour les langues. Pourquoi je m'intéresse aux langues étrangères? Si vous aussi, vous avez envie de connaître cette réponse, restez jusqu'au bout, écoutez l'épisode jusqu'à la fin et vous le saurez. Il y a un peu plus d'un an maintenant, un célèbre acteur américain que j'adore a été accusé d'avoir agressé sexuellement un jeune acteur de 14 ans. Donc vous savez certainement que cet acteur, c'est Kevin Spacey. Ça s'est passé dans un contexte assez particulier, celui du mouvement MeToo. Si vous n'avez pas vécu dans une caverne ces 2 dernières années, vous connaissez très certainement ce mouvement. Il a commencé au moment où des actrices ont accusé un célèbre producteur, Harvey Weinstein, de les avoir agressés sexuellement. Après ces premières révélations, les langues se sont déliées. Ça, cette expression, les langues se sont déliées, ça veut dire que des personnes ont commencé à raconter des secrets qu'elles avaient ou des choses qu'elles cachaient et qui concernaient très souvent des personnes de pouvoir dans l'industrie du cinéma. Et puis très rapidement, le mouvement s'est élargi et de nombreuses personnes ont pris la parole pour dénoncer des agressions sexuelles dont elles avaient été victimes. Et parmi ces personnes, il y a eu l'acteur Anthony Rapp qui a accusé Kevin Spacey de l'avoir agressé sexuellement. Les conséquences ont été immédiates pour Kevin Spacey parce que Netflix, qui l'avait engagé pour la série House of Cards,
a décidé de se débarrasser de lui. Kevin Spacey va-t-il mettre un terme à sa carrière ? Les accusations d'agression sexuelle sur mineurs se multiplient et le monde du cinéma tourne le dos à l'acteur américain. Netflix a mis un terme à son rôle dans la série House of Cards. Et en plus de ça, Kevin Spacey a perdu les récompenses qu'il avait gagnées précédemment. Les différentes institutions qui lui avaient remis des récompenses ont décidé de les lui retirer. Et il a même été effacé d'un film de Ridley Scott qui était censé sortir un peu plus tard. Donc, pour ne pas avoir Kevin Spacey dans le film, ils ont pris un autre acteur et retourné les scènes dans lesquelles il apparaissait. Autrement dit, Kevin Spacey est devenu persona non grata, une personne indésirée. Et ça, c'est assez dommage parce que, objectivement, Kevin Spacey est un très bon acteur. Moi, je l'adorais dans la série House of Cards et dans les autres films qu'il avait fait. Donc, à cause de ça, on peut se demander, est-ce que on peut continuer d'apprécier les séries et les films dans lesquels Kevin Spacey apparaît et son personnage de House of Cards en connaissant les actes répréhensibles qu'il a commis dans sa vie privée? Autrement dit, est-ce qu'on peut adorer une œuvre et détester son auteur? Si vous ne connaissez pas le mot œuvre, c'est tout simplement le résultat d'un travail. Et on l'utilise aussi souvent pour désigner une création intellectuelle ou artistique. On dit souvent une œuvre d'art. Et un chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art qui a une certaine forme de perfection, qui est bien meilleure que toutes les autres. On dit aussi, par exemple, pour parler des livres de Balzac, les œuvres de Balzac. Retenez bien ce mot parce qu'on l'utilise assez régulièrement et je pense que dans cet épisode, il va revenir pas mal de fois. Pour essayer de répondre à la question, on va commencer avec un exemple assez extrême et polémique, celui d'Adolf Hitler. Et oui, peut-être que vous ne le savez pas, mais avant de faire de la politique, entre guillemets, Adolf Hitler a eu une carrière artistique. Il a écrit le livre Mein Kampf, mais bon, ce livre n'a aucune qualité littéraire, on peut pas du tout ranger ça dans la catégorie de la littérature. C'est pas de ça que je veux parler, c'est plutôt de sa carrière de peintre. Parce que Hitler a essayé d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, mais il a raté l'examen, ce qui ne l'a pas empêché de faire plusieurs tableaux qu'il a vendus, et à cette époque, c'était vraiment son métier. Ces tableaux n'avaient aucun lien avec ses idées personnelles, ni avec sa philosophie du nazisme qu'il n'avait pas encore théorisé à cette époque, et les experts s'accordent pour dire que c'était des tableaux assez médiocres. Pourtant, depuis plusieurs années, il y a régulièrement des ventes aux enchères avec les tableaux d'Adolf Hitler. Une vente aux enchères, c'est quand on propose de vendre quelque chose à plusieurs acheteurs et que c'est l'acheteur qui propose le prix le plus élevé qui peut l'acquérir. Souvent, vous savez, il y a des ventes aux enchères avec des œuvres d'art qui viennent de collections personnelles. Donc, il y a des ventes aux enchères qui sont organisées avec les tableaux d'Hitler et en 2015, un de ces tableaux a été vendu à un collectionneur étranger pour une somme de 100 000 euros. 100 000 euros pour un tableau médiocre peint par Adolf Hitler. Alors là, j'imagine que vous vous demandez sûrement pourquoi quelqu'un aurait envie d'acheter une telle œuvre. Une œuvre qui n'a aucune qualité esthétique, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a de très mauvais goûts artistiques, ou alors peut-être que c'est un investissement et que cette personne pense que la cote d'Adolf Hitler va continuer d'augmenter, autrement dit que ces tableaux vont se vendre de plus en plus cher, ou peut-être, et c'est l'hypothèse la plus probable, que c'est une forme de fétichisme.
Mais le plus intéressant, à mon avis, dans cet exemple, c'est qu'il montre que parfois on apprécie une œuvre seulement à cause de son auteur. L'œuvre en elle-même n'a aucune qualité, mais on a tellement de sympathie et d'admiration pour son auteur qu'on va la trouver magnifique. Parfois c'est le cas quand il y a un chanteur ou une chanteuse qu'on adore et qui décide de faire un film au cinéma. Le film est plutôt mauvais, mais on a tellement d'admiration, on aime tellement cette personne qu'on trouve finalement que le film est pas mal. On est plus tolérant qu'on ne le serait avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est d'autant plus vrai que depuis une trentaine d'années, on va dire, l'auteur est devenu un véritable argument marketing. C'est la personnalité de l'auteur qui permet de faire la promotion de ses œuvres. Parfois, l'auteur est au premier plan et son œuvre passe au second plan. Autrement dit, l'œuvre a moins d'importance que l'auteur. C'est quelque chose qui est assez visible au cinéma, par exemple. Parfois, on a envie de voir un film, pas nécessairement pour l'histoire, mais parce qu'il y a notre acteur ou notre actrice préféré qui joue dedans. Bon, c'est vrai qu'avec les films, c'est un peu particulier parce que les acteurs et les actrices sont pas vraiment les auteurs. D'ailleurs, c'est assez difficile de déterminer qui est vraiment l'auteur d'un film. Est-ce que c'est le scénariste? Est-ce que c'est le réalisateur? Mais les acteurs et les actrices lui donnent une certaine dimension créative. Et c'est cette dimension qui est très souvent plébiscitée par le public. Si l'auteur est devenu un argument marketing, c'est parce que le public s'intéresse de très près à sa vie personnelle. Parfois, la vie personnelle de l'auteur est plus intéressante que ce qu'il peut exprimer dans ses œuvres. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs ont très bien compris ça et ils sont rentrés dans le jeu. Ils ont décidé de suivre ces règles en mettant leur vie en scène. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est celui de Andy Warhol, qui était, on pourrait dire, un des premiers auteurs à donner une telle visibilité à sa vie personnelle. D'ailleurs, on considère même parfois que la vie peut avoir une certaine dimension artistique. Par exemple, le philosophe Michel Foucault, le philosophe français, parle des arts de l'existence. Les arts de l'existence, c'est une façon de se transformer pour faire de sa vie une œuvre qui porte certains critères esthétiques, un certain style. Autrement dit, l'auteur ne travaille plus sur un objet extérieur, mais c'est sa propre vie qu'il transforme afin qu'elle devienne une œuvre. Au final, avec cette vision, on peut dire que l'œuvre la plus importante d'un artiste serait sa propre vie. Et c'est là que la question posée dans l'introduction prend tout son sens, parce que qu'est-ce qu'on peut faire quand notre idole commet l'irréparable? Autrement dit, quand il fait une faute, une erreur impardonnable. Est-ce qu'on doit rester aveugle face à ses crimes pour simplement apprécier la qualité de ses œuvres, ou est-ce qu'on doit condamner ses œuvres en même temps qu'on le condamne lui? Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette deuxième partie, avec l'exemple d'un rocker français qui polarise l'opinion publique depuis plusieurs années. Je rappelle de la France, des réminiscences de l'ordre, des jeux de l'essence quand on vivait mieux. Il y a des polémiques et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord, n'en parlons plus. Si vous lisez un peu les médias français, vous avez peut-être déjà vu le nom de Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, c'était le chanteur d'un groupe de rock qui s'appelait Noir Désir et qui est toujours considéré aujourd'hui comme un des meilleurs groupes de rock français. Bertrand Cantat était en couple avec une actrice très appréciée qui s'appelait Marie Trintignant et ils vivaient une relation tumultueuse. Ce couple talentueux et adoré du public semblait avoir tout pour être heureux, mais tout a basculé un soir d'été en 2003.
Ce jour-là, le couple se trouve à Vilnius, dans la capitale de la Lituanie, dans sa chambre d'hôtel, et une violente dispute commence entre eux. Bertrand Cantat frappe à plusieurs reprises Marie Trintignant et elle perd connaissance. Elle est conduite le lendemain matin à l'hôpital, mais quelques jours plus tard, elle meurt à la suite de ses blessures. Bertrand Cantat est alors condamné à une peine de 8 ans de prison par la justice lituanienne pour homicide involontaire. Le juge a considéré que, en frappant sa compagne, Cantat n'avait pas l'intention de la tuer. Ah oui, une peine de 8 ans de prison, ça veut dire que c'est la sentence qui a été prononcée contre Bertrand Cantat. Bertrand Cantat est alors envoyé en prison, mais 4 ans plus tard, en 2007, il est libéré, il est en liberté conditionnelle grâce à sa bonne conduite. Comme il s'est bien comporté, et comme le prévoit la justice, il peut bénéficier d'une liberté conditionnelle. Ensuite, 4 ans plus tard, en 2011, Bertrand Cantat retrouve totalement sa liberté parce qu'il a fini de purger sa peine. À ce moment-là, il essaye de refaire plusieurs projets musicaux, mais à chaque fois, il déclenche des polémiques et il est boycotté par une partie du public. L'année dernière, en 2018, après les échecs de ses différents projets, Bertrand Cantat annonce la fin de sa carrière. Alors, ça provoque beaucoup de débats. Déjà des débats au sujet de sa peine. Il y a de nombreuses personnes qui considèrent que 8 ans de prison, c'était une peine trop légère, compte tenu de la gravité des actes de Bertrand Cantat, parce qu'il faut pas oublier qu'il a tué sa compagne, quand même, et aussi des débats au sujet de sa carrière. Parce que la justice a fait son travail, la justice a condamné Bertrand Cantat à passer 8 ans en prison, mais au final, le public, lui, a choisi une peine plus longue. Le public a décidé de continuer de boycotter Bertrand Cantat, même après la fin de sa peine de prison, parce que de nombreuses personnes considéraient que, après avoir commis de tels actes, Bertrand Cantat n'avait plus le droit d'avoir une carrière publique. Il y a eu une polémique assez similaire avec le réalisateur Roman Polanski. En France, on a une cérémonie qui est comme celle des Oscars, mais qui s'appelle les Césars, pour récompenser les meilleurs films. Et en 2017, c'est Roman Polanski qui était censé être le président de la cérémonie. Mais ça a déclenché de nombreuses polémiques en raison du viol dont est accusé Roman Polanski depuis de très nombreuses années. Et à cause de ces polémiques, le réalisateur a décidé de renoncer et de ne pas présider cette cérémonie. Mais c'est un peu paradoxal parce que en 2002 et en 2003, il avait reçu la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar du meilleur réalisateur pour le film Le Pianiste. Donc certaines années, on lui remet des récompenses et il est considéré comme un des réalisateurs les plus talentueux du monde. Et puis, d'autres années, en fonction parfois du contexte politique, on décide de le boycotter et de lui reprocher ses anciens crimes. Avec ces exemples, on voit que c'est vraiment un débat compliqué. C'est difficile de trancher. Autrement dit, c'est difficile de décider en faveur d'un camp ou de l'autre. Certaines personnes pensent que les artistes possèdent un statut particulier et que leurs œuvres peuvent excuser leurs actes, que la beauté de leurs œuvres peut faire oublier l'horreur de leurs actes, mais d'autres considèrent qu'au contraire, les artistes, en vertu de leur visibilité, doivent avoir un comportement exemplaire. Aujourd'hui, les albums de Noir Désir, le groupe de Bertrand Cantat, les films de Polanski et de Kevin Spacey ne sont pas interdits. Mais on peut se poser des questions quant à la postérité de ces artistes. Est-ce qu'il faudra continuer dans le futur à célébrer l'œuvre de personnes qui ont commis des actes monstrueux ?
Justement, ça, c'est une question qui revient très souvent au sujet d'un auteur français qui s'appelle Louis-Ferdinand Céline. Peut-être que vous le connaissez, c'est l'auteur d'un des plus grands romans de la littérature française du XXe siècle qui s'appelle Voyage au bout de la nuit. Ça, c'est le chef-d'œuvre de Céline. C'est un livre qui parle de la Première Guerre mondiale et de l'absurdité de l'existence. Il a un style familier qui à l'époque était très novateur et qui a beaucoup influencé les auteurs après lui. Donc Louis-Ferdinand Céline est vraiment considéré comme un des plus grands écrivains français du XXe siècle. Le problème, c'est que Céline était aussi antisémite et qu'il a collaboré avec les nazis. Il a fait de la délation, autrement dit, il a dénoncé au régime nazi la présence de certains juifs qui, à cause de lui, à cause de ses dénonciations, ont été envoyés dans les camps de concentration. Là, encore une fois, il y a un énorme décalage entre la beauté de l'œuvre de Céline et les atrocités qu'il a commis. On se demande s'il faut cautionner les crimes de Céline parce qu'il a été l'auteur de plusieurs chefs-d'œuvre. Ah oui, ça, le verbe cautionner, ça veut dire donner son approbation à quelque chose ou à quelqu'un, être d'accord avec ça. Et cette question, elle revient très souvent. À chaque anniversaire de Céline, les journalistes, les intellectuels se demandent s'il faut célébrer un auteur qui est accusé de crimes antisémites. Récemment, l'année dernière, il y a eu une grande polémique avec la maison d'édition Gallimard parce que Gallimard avait la volonté de rééditer 3 pamphlets antisémites de Céline qui n'avaient pas été republiés depuis la Seconde Guerre mondiale. L'argumentaire de la maison d'édition, c'était de dire que ces pamphlets font partie de l'œuvre de Céline et que pour le comprendre, eh bien, on a besoin d'avoir une lecture de ces pamphlets. Mais cette décision a choqué une partie du grand public et de nombreuses associations de lutte contre l'antisémitisme parce qu'on considère que non, l'artiste n'est pas au-dessus de la morale et que republier ces pamphlets, c'était un moyen de banaliser des propos antisémites. Et face à toutes ces polémiques, la maison d'édition Gallimard a décidé de suspendre ce projet. Ici, il y a donc la question de savoir quel est le juste milieu entre la censure d'un côté et la célébration de l'autre. Et certaines personnes disent que ce juste milieu, c'est tout simplement l'oubli. Peut-être qu'avec le temps, ces auteurs qui ont commis des crimes ou des actes immoraux vont être oubliés et avec eux leurs œuvres. Pour conclure, on peut dire que malheureusement, il n'y a pas de réponse facile à cette question. Dans l'idéal, il devrait être possible de séparer l'œuvre de son auteur. D'un côté, d'apprécier l'œuvre et de l'autre, de condamner son auteur. En réalité, bien souvent, ça dépend du type d'œuvre, de la personnalité de l'auteur, des actes qu'il a commis et également du contexte et du public. Il y a des personnes qui admirent un auteur et d'autres pour lesquelles ça n'a pas vraiment d'importance. Le vrai problème, à mon avis, en ce moment, ce sont les médias qui alimentent les polémiques, comme avec le cas de Kevin Spacey. Kevin Spacey, c'est sûr qu'il a commis des actes répréhensibles, mais le problème, c'est que ce sont les médias qui ont fait son procès avant même que la justice ne s'en charge. Alors, on peut se demander si finalement il ne faut pas laisser le public décider de la postérité de l'œuvre et la justice décider du sort de son auteur. Comme promis, avant de finir, on va écouter un témoignage qui m'a été envoyé par Jonas. Bonjour Hugo, je m'appelle Jonas. J'ai eu envie de t'écrire pour te raconter que je pense que tu es une personne très gentille et pour te remercier pour ton travail avec les podcasts. Je pense que tes podcasts sont très bons, au niveau super pour l'intermédiaire, et ils sont toujours très passionnants aussi.
Spécialement le dernier podcast que tu as fait à propos de méditation, c'était très bon, je pense. À propos de moi, je suis danois et je suis un étudiant sur Roskilde University, qui est dans le milieu de Danemark. Et maintenant, je ne sais pas quoi je voudrais être, mais je pense que la vie est un voyage, n'est-ce pas? En tout cas, je sais que j'aime les langues. J'ai commencé de prendre français depuis environ 7 mois, et avant que ça, j'ai appris le russe. Alors, je pense que j'ai partagé ton intérêt pour les langues slaviques. Les langues sont vraiment fantastiques, je pense. Et si je pourrais, je les apprendrais tout. Je suis un peu intéressé en arabique maintenant, mais je pense que c'est vraiment plus difficile que le français et peut-être aussi le russe. Alors, les vraies raisons pour ce que je t'écris est que j'ai écrit en histoire française pour des enfants et des adultes, et ça me ferait beaucoup de plaisir si tu pourrais les lire. Je vais t'envoyer le premier chapitre quand même. L'histoire s'appelle l'histoire du cœur. Oh, et j'ai une question pour toi. D'où te vient ton intérêt pour les langues? De toute façon, je voulais juste dire merci pour tout ce que tu fais et au revoir. Merci beaucoup Jonas pour ton message. C'est la première fois qu'un Danois m'envoie un enregistrement et je trouve que pour quelqu'un qui apprend le français depuis seulement 7 mois, t'as déjà un très bon niveau, donc bravo, je suis sûr que tu travailles dur pour ça. Et j'étais très impressionné aussi de lire le premier chapitre de ton histoire. En plus, je trouve que c'est une excellente idée d'écrire une histoire pour enfants en français. Comme ça te permet de pratiquer, de chercher des nouvelles structures, de chercher du vocabulaire, tout en faisant quelque chose de créatif. J'espère que ça va inspirer d'autres auditeurs de podcast. Peut-être que vous aussi, vous allez vous mettre à écrire des histoires pour enfants. Et si vous le faites, n'hésitez pas à me l'envoyer. Tu m'as demandé dans ton enregistrement d'où me vient mon intérêt pour les langues. En fait, les langues étrangères, ça a jamais été ma matière préférée à l'école. Moi, à l'école, j'aimais plutôt l'histoire, l'économie et la philosophie, et les langues, ça m'intéressait pas vraiment. Mais ça a changé quand j'ai commencé à voyager, parce qu'à ce moment-là, les langues sont devenues quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus pratique, et inconsciemment, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps à les utiliser. Ça a été le premier changement, et le deuxième, c'est quand j'ai commencé à enseigner le français. En enseignant le français, j'ai découvert plein de choses que j'ignorais sur la langue, des choses vraiment passionnantes. J'ai commencé à passer de plus en plus de temps à y penser, à lire des livres sur ça, sur la linguistique, et à ce moment-là, on peut dire que je suis vraiment devenu passionné par les langues étrangères. C'est pour ça que maintenant, j'apprends le polonais avec une certaine ferveur. Si vous aussi vous voulez m'envoyer votre enregistrement ou si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à le faire en m'envoyant un email à l'adresse hugo@innerfrench.com et je me ferai un plaisir de le diffuser dans un des futurs épisodes du podcast. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines et d'ici là, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt!